Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je ne suis pas seul, on va parler du Japon avec l'ami Yanko. Comment vas-tu? Ah bah ça va très bien et toi? Ça va fort bien, on va encore parler Japon. On va On va encore cinéma parler japonais Japon et cinéma japonais, oui. parce qu'il y a, je sais plus, c'est peut-être il y a 2 ans déjà. Oula, bon, il y a un petit Non, moment. ouais, il y a bientôt 2 ans, je pense. Et ben on avait parlé de l'intendant Sancho. Mmh. Voilà. Là, on va revenir sur un Japon plus moderne et pour cause. Et on va parler de Kiyoshi Kurosawa, qui est un grand réalisateur japonais actuel, avec son film de rupture pour certains, on y reviendra, sorti en 2008 au Japon, Tokyo Sonata, qui a le même titre en japonais. Voilà, ne cherchez pas à traduire du coup, voilà, c'est le même. Et bon, Yanko d'ailleurs, vous le connaissez peut-être sur Twitter, mais vous le connaissez, voilà, c'est un futur cinéaste. Moi je le dis, je le balance, alors peut-être. Bon, je sais pas, on verra. Peut-être. Mais bon, tu veux faire ta vie, travailler dans le cinéma, au Oui, sens oui, bah large. ça serait Voilà. l'idéal, ouais, c'est sûr. C'est ça le plus important. Et justement, quand on veut travailler dans le cinéma, on s'intéresse aussi à tous les cinémas, comme c'est Ah bah ton cas. on est bien obligé. Et celui-ci, Tokyo Sonata, ça fait un petit moment d'ailleurs, je t'avais dit à l'époque, oh, la prochaine fois qu'on reparlera cinéma, ce sera sur Tokyo Sonata, qui fut en un certain temps ton film japonais. Ton film préféré de Kiyoshi Kurosawa, un Ouais, de bah tes films japonais préférés. ça l'est toujours. Et ça l'est toujours, il n'y a pas de surprise. Mmh. Mais toi, tu l'as revu, moi, je l'ai découvert sur le tard, et ça, Et oui. c'est ça qui est intéressant. On va confronter déjà deux visions, parce que toi, forcément, tu l'avais plus en tête. Bon, au casting, on va quand même citer quelques noms. Le père, oui, parce que c'est sur une famille. Hein. Le père est joué par Teruyuki Kagawa, qui rejouera ensuite chez Kurosawa. La mère est interprétée par C'était sa Kyoko, première apparition chez Kurosawa, cet acteur, ça il pour le me coup, je semble, sais ouais. pas. Pour OK. tous, d'ailleurs, à part un, Pour tous? Oui, l'acteur, à part un, ouais, du coup. OK. mais pour la famille, c'était leur première apparition chez Kurosawa. La mère, c'est Kyoko Kozumi. Elle aussi, elle reviendra. Kai Inouaki, c'est celui qui joue le fils cadet, celui qui va pianoter. C'est spoilé sur l'affiche. On n'y peut rien, c'est comme ça. Hein. Oui, oui. Ça m'amuse, ça. Et lui, il jouera dans Onoda d'Arthur Harari après. Et bien sûr, alors le fils aîné, on va le citer parce qu'il est important, ils sont 4 dans la famille. Yu Koyanagi, et à un moment, un personnage apparaît. On va rester mystérieux pour l'instant. Il y aura une zone spoiler, bien sûr, comme d'habitude. Et ce personnage mystérieux venu de nulle part est interprété par Koji Yakusho, qui est l'acteur fétiche de Kiyoshi Kurosawa, que vous avez pu voir assez récemment dans Perfect Days. Il y a un moment, il y a un écho indirect d'avance à Perfect Days. J'ai beaucoup ri. À Ouais, ce moment, ouais. j'ai beaucoup C'est ri. marrant. Mais c'est pas la même approche que Perfect Days. Non. Ah non, ça c'est sûr. Nous sommes ici en présence d'un drame familial et social. Ce n'est pas un film fantastique avec des fantômes ou même des tueurs, comme il l'a beaucoup fait dans la première partie de sa carrière, entre thriller policier et film fantastique horrifique. Même si là, on a quand même du pur Kiyoshi Kurosawa, on y reviendra. Esthétiquement, ça reste le même réalisateur. Mais il décline autrement ses obsessions sur le Japon, parce qu'il parle de son Japon, son pays, là où il vit, et il le regarde. Et on va suivre une famille qui, en apparence, est tout à fait normale. C'est vraiment la classe moyenne random absolue. Le père, c'est un salaryman, cher à Tetsuo, tiens, de Tsukamoto. Il y a la mère qui est mère au foyer, mais voilà, elle est mère au foyer, elle passe son temps à être à la maison. Et oui. Et ils ont 2 enfants, un aîné et un plus jeune. Et là, déjà, au début du film, avant même, enfin, c'est avant même qu'il y ait la rupture, on va dire, par rapport à ce qui arrive au père, on sent que eux, ils sont peut-être pas si heureux que cela dans leur vie. Mais ça, on y reviendra très vite. Et tout va basculer le jour où le père, qui était vraiment bien installé dans sa boîte, un directeur administratif et tout, va se faire licencier car petite délocalisation, partenariat avec la Chine, on peut recruter 3 employés pour son salaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre dehors. C'est une réflexion qui est universelle, hein, et pas uniquement propre au Japon, ça. On va dire le dégraissement social qui va en précipiter certaines personnes au chômage. Et au Japon, c'est un drame absolu. Quelqu'un qui perd son emploi au Japon, c'est la catastrophe, puisqu'en Vraiment. plus, avec cela, il perd son autorité familiale indirectement. Sauf que, évidemment, parce qu'il est blessé dans son honneur, il ne va pas dire la vérité. Il va un petit peu faire comme, alors c'est dans le livre et le film L'Adversaire, je ne sais pas si tu l'avais vu, le film avec Daniel Auteuil, où il y a, pareil, un homme qui refuse de dire la vérité et dire qu'il a été licencié, il va attendre dans la rue toute la journée pour faire croire qu'il va toujours au boulot. Bon, et du coup, il va se passer beaucoup de choses et ça va clairement déconstruire la famille. Ça va en fait fissurer les apparences. Parce que derrière, dès le début, dès l'ouverture, on y reviendra très très vite, on voit qu'il y a quelque chose de toute façon d'inhérent qui ne va pas bien dans un Japon
qui est dans ce carcan depuis bien longtemps maintenant. Bon. Et alors, première impression comme ça, quand tu l'avais vu à l'époque, est-ce que tu as su pourquoi très vite, c'est pas facile, hein, de savoir, mais comment as-tu su que ça allait être un de tes films préférés, un de tes 50 films préférés, comme tu le mets sur Twitter, on en rigole souvent. Non, mais oui, on en rigole souvent. Non, bah alors le film, je pense, j'ai dû un peu le laisser décanter, j'ai dû le laisser s'imprégner en moi pour l'aimer aussi fort. Après, directement, dans ce que je l'ai vu, moi, j'ai vu une certaine mélancolie, j'ai vu de l'humour, j'ai vu de la tendresse, j'ai vu une critique sociale un peu évidente. Je pense que le film, bon, quand tu le vois, je pense que tout le monde arrive à percevoir la critique sociale d'un Japon ultra performatif, du tabou, du chômage, tout ce genre de choses. Mais j'avais été bouleversé par la fin, j'avais adoré suivre ces personnages de cette façon. Et c'était encore un peu flou dans ma mémoire parce que j'étais entre plein de visionnages. À l'époque, je regardais beaucoup plus de films que maintenant. J'avais vu Cure juste avant, qui avait rien à voir. J'ai vu Kairo quelques mois après. Donc, j'étais vraiment touché par ce que j'avais vu du film, parce que j'avais vu de drôle, de mélancolique, la façon dont c'était filmé, parce que c'est un peu une tradition du cinéma asiatique, surtout des années 90, mais il prend beaucoup de distance avec ses personnages, etc. Et quand il filme, voilà, ça m'avait beaucoup touché. Mais il a fallu que je le revoie pour forcément comprendre d'autres choses et tout. Mais ouais, j'avais directement adoré, quoi. Mais c'est l'impression qu'il m'a laissé était vraiment... plus j'y repensais, plus j'étais en mode, oh, putain, il est dingue ce film, il est dingue. J'y repensais, ça me donnait envie de le revoir, et là, c'était l'occasion parfaite. Bon. C'est un peu de la folie parce que pour mon parcours personnel vis-à-vis de Kiyoshi Kurosawa, j'ai vu pratiquement tous ses films d'avant, à part certains téléfilms qui sont absolument indisponibles, ou du moins avec une version sous-titrable, etc. Et après, j'ai jumpé récemment avec 2 de ces 3 nouveautés. La troisième nouveauté, au moment où vous voyez cette vidéo, sera sortie, mais nous, on ne l'a pas vu, la troisième nouveauté, qui est un film français, hein, enfin qui se passe en France en tout cas. Et justement, en voyant Cloud et Chime, je me dis, ah oui, il y a une rupture depuis Rétribution, parce que je m'étais arrêté à Rétribution, sorti 2 ans avant. Et on la comprend, elle est là, la rupture. C'est une rupture et une continuité à la fois. Et c'est ça, d'ailleurs, la marque souvent des grands réalisateurs, c'est que bon, dans leur carrière, ils évoluent. Ça évolue, les artistes évoluent, mais ils vont garder leurs mêmes obsessions, etc. Et ben, c'est exactement c'est ce film qui fait ça. D'ailleurs, c'est un film qui fait l'évolution, et directement, la transition, elle est presque abrupte, en fait, quelque part. Quand bien même, il a toujours parlé de l'empreinte sociale du Japon dans toutes ces histoires. Tu vois, tu prends même Cure, tu le sens quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce Japon. Oui, un Japon un peu néo-noir, tu vois, même Kairo, on n'en parle même pas. Kairo, c'est décuplé par rapport aux nouvelles technologies et tout. Et là, ce qui est intéressant, c'est que à la fois, il va un peu ailleurs, il ancre son esthétisme, c'est-à-dire qu'il c'est encore plus maîtrisé. Tu vois ce que je veux dire comment il raconte avec les images. Tout est raconté avec les images, surcadrage. On a l'habitude avec Kurosawa, mais là, il y a une fluidité. La position des personnages, qu'ils ne soient jamais ensemble, ou quand ils sont ensemble, c'est très compliqué. On fera quelques illustrations à un moment. Et cette idée qui va aussi convoquer le cinéma de son pays, comme il l'a presque... Alors, il l'avait fait d'une manière ou d'une autre, mais là il vient dans le cercle familial pour la première fois. C'est la première fois que Kiyoshi Kurosawa va dans une famille lambda avec des enfants. À la Ozu. Moi, j'ai pensé à Ozu. Alors, c'est différent, évidemment. Mais il y a cette obsession au Japon. Il y a un rapport aux États-Unis à un moment aussi. Ça, Ozu le faisait souvent dans son cinéma. Et c'est passionnant parce qu'il va de l'avant. Il regarde en arrière, esthétiquement, et il impose dans son présent de 2008 ce qu'il veut faire comme film. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait peut-être le fait que c'est presque pas un film somme, ça veut rien dire. C'est un film, c'est quelque chose, quoi. C'est quelque chose qui ressort et qui dit Kiyoshi Kurosawa, on voit ce film, il y a tout Kiyoshi Kurosawa dedans, si ce n'est les fantômes. Mais qu'est-ce qu'un fantôme au final? Il y a des êtres humains qui sont comme des fantômes, hein. Un petit peu, quoi. Ouais, bah c'est toute l'ambiguïté du cinéma, c'est comment filmer la présence, l'absence de présence et tout. Mais alors, moi, j'avais une conclusion, du coup, qui ne peut pas être aboutie parce que j'ai vu que 5 films de Kiyoshi Kurosawa. Et donc, en voyant ces 5 films, sur ces 5 films, j'ai vu ces 2 derniers, donc Cloud et Chime, et j'ai remarqué, donc ça ne s'applique pas à Tokyo Sonata, mais ça s'applique aux 4 autres films que j'ai vus, j'ai l'impression qu'ils racontaient quand même, dans une certaine société japonaise, un peu la peur de l'effacement, de la disparition, donc peut-être de l'absence d'identité, du glissement d'une société vers autre chose, vers quelque chose qui le terrifie. J'ai l'impression qu'ils représentaient ces angoisses existentielles à travers une vampirisation de la présence. Et c'était le cas dans Cure avec, alors j'ai plus les noms, parce que c'est des noms japonais compliqués, je les ai pas sous les yeux. Dans Cure, il y a l'homme avec son briquet.
qui est complètement magnétique. Dans Kairo, c'est une histoire de fantôme, et puis avec une société qui s'effondre. Dans ces deux derniers, bon, je ne veux pas trop en révéler, mais à un moment, il y a un tueur soudain, d'un coup, il se met à tuer, il y a des fantômes qui apparaissent, comme ça, des ombres, en fait, c'est plutôt des ombres qui parcourent les murs. Et dans son dernier film, c'est une vampirisation qui se fait par l'écran de l'ordinateur, parce qu'en gros, c'est un personnage qui fait de la vente sur Internet, et on est happé complètement par l'écran, et dès qu'il se passe quelque chose à l'écran, ça se rétribue avec une nouvelle présence qui va de nouveau chasser le personnage, mais cette fois matériel, ça sera des humains, en gros, qu'il a arnaqué, qui vont vouloir le chasser pour lui faire du mal. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment une récurrence chez Kurosawa, qui était une fuite de la vampirisation, en tout cas, une angoisse existentielle très forte par rapport au fait de vivre, parce qu'on peut, je sais pas, il y a quelque chose, notre identité peut s'effacer à quelque chose de dangereux, de malsain qui se cache un peu partout. Et Tokyo Sonata, c'est autant un tournant pour plein de raisons que tu connais beaucoup mieux que moi, vu que tu as vu plein de ces autres films, qu'un film à la fois qui s'inscrit énormément parce que on a ces angoisses existentielles d'autres dans Tokyo Sonata, mais à la fois c'est un film que je trouve un peu à part, et c'est en ça, je pense, qu'il me marque autant. C'est que j'adore tout l'univers de Kiyoshi Kurosawa, tous ses films, mais Tokyo Sonata, il y a quand même quelque chose de spécial, et justement de beaucoup plus quotidien. Kairo, c'est très quotidien aussi, mais c'est quotidien, mais ça fait peur, quoi, ça fait flipper et tout, alors que là, quelque chose de beaucoup plus quotidien, immédiat, vraisemblable, et encore, il y a beaucoup d'abstraction, et d'ailleurs, je la trouve bouleversante, mais plutôt vraisemblable, et je pense que c'est aussi pour ça que le film me touche vraiment. C'est vraiment très fort. Et la peur de l'absence, alors il y a un film remarquable, mais alors très difficile à trouver ou à voir, sauf si vous avez des sous-titres en anglais, c'est facile à voir là du coup. C'est Vaine Illusion, où il y a littéralement l'effacement à l'écran d'un personnage. Mais c'est génial, ça. C'est limite Vera Cool dans le geste d'ailleurs. Je pense que tu l'aimerais beaucoup, Vaine Illusion. Même si malheureusement il n'est disponible qu'en qualité très médiocre, parce que, mais bon. C'est pas grave, ça renforce l'idée que ça s'efface aussi même à l'écran, quoi. Oui, du coup, oui. Et là, c'est génial parce que la peur de l'effacement, en fait, le chômage, c'est l'effacement social. Donc, il y a ça. Et tous les personnages, mais dès le début, et d'ailleurs, j'ai envie qu'on commence directement avec la première. Comment ouvrir un film? C'est toujours passionnant quand tu crées un film. Eh ben, tu ouvres avec. Alors, il y a un orage dehors. Alors, il y a le surcadrage typé Kiyoshi Kurosawa, toujours. Il y a l'orage dehors, tout le monde n'est pas là. J'ai envie de dire, c'est une phrase bizarre, mais tout. Et il y a la mère à la maison. La mère à la maison qui fait le ménage. D'abord, elle ferme, elle a peur. Elle a peur. Parce qu'il y a l'orage, donc voilà. Et après, elle va rouvrir la fenêtre. Et là, tu as l'idée d'une femme, pour moi, la femme au foyer japonaise, effacée de la société. Effacée même de ses enfants et de son mari, à part le dîner, à part le matin, quoi. Voilà. Qui a envie de changer d'air. Dès le début, tu vois l'idée que, même si c'est l'orage dehors, d'ailleurs cet orage annonce l'orage social et familial, tu vois déjà où il veut en venir. Il veut libérer ses personnages, notamment la femme au foyer. Triste personnage, l'épouse et la mère de famille. Et quand même un personnage quand même très fort. Je trouve qu'elle est pas uniquement triste, parce qu'elle incarne quand même une force. Enfin, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans le film. Pour moi, c'est un personnage qui subit, en tout cas pas qui subit tout le long, au contraire. Mais ouais, complètement d'accord avec ce que tu dis du plan, là. C'est exactement ça. Et ce qui est surtout extraordinaire, là, c'est qu'il prend son temps au début. C'est-à-dire qu'il y a du silence, il y a des bruits dehors et tout. Et on comprendra très vite après que la maison en elle-même, cette maison très japonaise, elle est toute petite. D'ailleurs, j'ai rajouté, tiens, celui-là, j'ai envoyé des images tout à l'heure, mais celle-là, elle n'y était pas. J'ai rajouté ça parce que cette maison, elle est typiquement Kiyoshi Kurosawa. Oui. Ah bah non, mais il est passionné déjà par les lignes de fuite et par la multiplicité des détails dans une image des paysages urbains. Genre là, typiquement, on voit pas le ciel. Enfin, c'est fou. Le personnage, il est encadré partout. Tu as des cadres asymétriques dans tous les sens. Bon, l'image en elle-même. Et puis du coup, c'est... Ouais, vas-y, continue. Non, mais je me demande si c'est pas... Bon, tu l'as pas vu, la maison, soit à la fin de Loft, soit à la fin de Rétribution, il y a un truc comme ça, mais c'est pas la même, mais il y a cette idée de plan de loin. Ça renforce l'enfermement et l'effacement aussi, d'ailleurs. Il est là. Et c'est terrible parce que là, c'est le père qui n'ose pas rentrer parce qu'il vient de se faire virer. Il rentre plus tôt. Il n'ose pas rentrer par la porte. Il va passer par la fenêtre qu'on voit que sa femme essaye d'ouvrir avant. Oui, c'est ça. Et au final, en fait, il arrive et sa femme, elle le guette comme ça. Il est en mode, qu'est-ce que tu fais En fait, c'est un film. Moi, je trouve que c'est un film, il a un destin un peu cruel parce que à la fois, il subit des choses terribles et tout le long, il est ridiculisé. C'est un peu ridiculisé la surpuissance patriarcale qu'il incarne parce que le Japon, traditionnellement, il est comme ça, quoi.
Alors, ça, c'est passionnant ce que tu dis, parce qu'en effet, alors, le pater familias, comme, je ne sais plus dans quel film c'était ça, mais bon, c'est le salaryman japonais, c'est vraiment, voilà. Ben, il va, à partir du moment où il se fait virer, mais même avant, on le sent un peu timoré quand même, bon, voilà, vite fait, on le sent totalement ridicule, et sa quête, on peut faire une petite parenthèse sur lui, parce qu'on n'est pas du tout dans la zone spoiler, mais sa quête de travail derrière, elle est pathétique. Évidemment, il a un haut, c'est un cadre vraiment bien installé. Il ne veut pas avoir un saut métier. Bon, donc il va plus ou moins faire son difficile. C'est difficile la réinsertion. Hein. De toute façon, il doit ramener le même salaire, etc. Et à un moment, il y a, alors c'est peut-être l'une des scènes les plus drôles du film. Elle est vraiment vers le milieu en plus. Hein. Oui, c'est que pour un entretien d'embauche, il doit aller chanter au karaoké. Non mais. Non, bah, déjà c'est très humiliant parce que non mais c'est horrible, le mec. Il dit, vous savez faire quoi dans la vie? Il n'est pas capable de répondre. Du coup, il dit, bêtement, ironiquement, d'ailleurs, moi j'ai déjà fait ça à des euros, tu vois, des fois tu sais pas quoi répondre. Il dit, ouais, je chante le karaoké et tout. On l'interroge. Là, la scène, elle dure. Il y a un très long travelling sur lui. Enfin, l'entretien continue un peu. On lui dit, bon, bah, puisque vous savez rien faire d'autre, allez, chantez. Et le mec, il est en mode, je vais pas faire ça quand même. Bon, du coup, il se dit, perdu pour perdu. Il attend comme ça, il la regarde. Cut. Il s'apprête à chanter, il fait. Et en fait, on n'a pas le temps de voir l'humiliation en cours. Coupe et toute sa frustration qui est délaissée dans un cut où il frappe contre une barrière. Mais et oui, parce que c'est ça qui est génial, c'est qu'on s'attend le truc et tout, mais non, après il retrouve son pote. Alors il y a un pote comme lui, qui comme lui, ça fait des mois qu'il erre dans la rue en salaryman et tout. Il en fait même sonner son téléphone toutes les heures pour faire croire qu'il est occupé. Là, c'est le pathétique absolu. Hein. Et on le voit, il pète un plomb. Hein. Il pète un plomb, il est pas loin de la soupe populaire. C'est des gens, ils vont bouffer à la soupe populaire quand même. C'est le contraste absolu du japonais censé de visu sur ces apparences-là, être très aisé. Ils montent à leur famille et ils vont taper à côté. D'ailleurs, ce qui est assez terrible, c'est que le pote, là qu'on voit à gauche, lui, on sent qu'il a un cadre de vie encore plus supérieur. Ça, chez lui, c'est très différent. C'est très différent. C'est très froid, très artificiel d'ailleurs chez lui. Et voilà, les deux hommes paumés toute la journée. Et c'est vrai que là, on est presque dans une sorte de buddy movie comique par moment entre les deux. Ouais, mais c'est quand même très cruel, je trouve, ce qu'il vit. C'est quand même très cruel. On est quand même en empathie constante avec lui. Mais il y a des rappels constants du burlesque. Voilà. De toute façon, c'est un film, moi je trouve que c'est un film, il ne le paraît pas tant, mais il est un peu référencé. On voit beaucoup les 400 coups dans le film, moi je le vois. À 4 reprises, il y a les 400 coups dans le film. Là, cette scène, mais comme plein d'autres à chaque fois, soit, et il y en a une autre, il faudra qu'on en reparle, soit il y a une situation complètement abracadabrantesque, ou genre un truc fou, genre il se passe mais scénaristiquement, dramatiquement, il se passe des choses folles, il y a des déplacements de fous, et des scènes burlesques comme ça, un cut, c'est drôle, il matraque le truc. Ouais, parce des rappels comme ça. Et Kiyoshi Kurosawa est un vrai fan, c'est un vrai cinéphile aussi. D'ailleurs, il aime pas mal de films français. Je crois que son réalisateur préféré français, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Bresson. Voilà. Ah ouais. Ouais, ça m'étonne pas tant. De toute façon, t'es pas obligé de ressembler à un cinéaste que t'aimes. Hein, non. Non, ça m'étonne pas. Ouais. Non, mais dans les petites pastilles sociales, de temps en temps, peut-être, il y a quelque chose comme ça. Et tout. Non, mais le temps aussi, tout simplement. Oui, temps, oui. Jusqu'à quel point tu laisses durer un plan. Ben oui, le topo, c'est génial. Et non, il chantera pas. Et derrière, c'est la violence déjà la violence de la demande, la violence derrière, elle est sortie quoi. Et puis il y a les enfants. Alors il faut qu'on en parle un petit peu des enfants avant parce qu'il y aura très vite la zone spoiler à un moment, mais celui-là, je sais que tu l'aimes bien ce plan. C'est la première fois où le fils et le père rentrent en même temps et ils viennent de deux chemins différents d'ailleurs. Ouais, je crois que c'est dans les 10 premiers plans du film, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais moi, je trouve que le film, de toute façon, Kiyoshi Kurosawa, il s'inscrit encore une fois dans une certaine tradition d'un cinéma que j'adore, qui est un cinéma qui prend de la distance et qui laisse vivre ses personnages dans le cadre. Par exemple, quand le père sera frustré, la vie déborde en arrière-plan. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en arrière-plan et la vie déborde dans le plan. Et sa frustration traverse le plan. Mais donc, du coup, vu que c'est absolument palpable, moi, je trouve que sentir les deux arriver là, se croiser sur le chemin au même moment, c'est juste la vie qui suit son cours plus qu'à n'importe quelle autre situation. Enfin, moi, je trouvais ça juste, rien que ce moment-là, je trouve hyper beau. Genre, rien que ce plan en lui-même, juste quand ils se rejoignent, je trouve ça hyper beau. Et après, en plus, c'est un plan qui est réitéré à plusieurs reprises. Donc, du coup, tu crées un motif aussi un peu scénaristique à ce moment-là et tu peux jouer avec ça. Mais rien que ce moment-là, moi, je trouve ça juste beau. Qu'ils se rejoignent au même moment, comme par hasard. Et son père qui dit son fils l'avait pas vu, son père,
tape sur le dos de son fils, il fait, ah, je suis là, ils rentrent ensemble. Enfin, moi, je pense. Ce qui est génial, c'est qu'ils arrivent au même moment, en deux chemins séparés. Alors, c'est des chemins qu'on a déjà vus chez Kurosawa avant. Je pense que c'est le film Serpent's Path. C'est le même quartier. Ouais, ça serpente. Hein. On ne sait pas trop où ça a été tourné à Tokyo, mais dans des quartiers classe moyenne, etc. Un peu périphériques, hein, je pense. Et ils arrivent en même temps. Plus tard, il y aura une scène où il y a le fils qui veut pas se faire voir du père qui rentre. Ou l'inverse, je sais plus. Je crois que c'est le fils. Où il y a déjà, là, la cadence, ils marchent dans la même cadence, ils arrivent en même temps. L'harmonie est peut-être encore en apparence présente, mais après, la disharmonie se fera. Ce qui est assez marrant, c'est que quand la musique classique viendra un petit peu hein, dans l'intrigue, parce qu'en fait, Tokyo Sonata, c'est intéressant comme titre aussi, on voit que pour le coup, au niveau de la famille, c'est pas très en harmonie. Ça, c'est le cas de le dire. Et le petit, là, il a une vie à peu près normale dans son collège. Enfin, l'équivalent 6e CM2 au Japon, alors c'est un petit peu incertain. Et lui, il va avoir sa rupture. Il n'a pas de bol. C'est un film de hasard aussi. À un moment, dans la classe, ils se font passer un manga porno ou érotique, je ne sais plus. Bah, ça, c'est les 400 coups. Ils se font passer un truc sur la table, oui. Le professeur, il leur dit c'est les 400 coups. C'est exactement ça. Et c'est lui qui prend, évidemment. Hein. C'est le petit Antoine Douanel japonais qui prend. Et alors là, un truc de fou, c'est que malgré lui, il va manquer de respect au prof en disant bah, c'est comme vous aussi, vous regardez des trucs porno et on dit rien. Et là, ce qui est violent, c'est qu'il va déclencher une révolution dans sa classe et il va presque le regretter derrière parce qu'il ne voulait pas ça. Et tous ses potes sont là, waouh. Et puis, non. Et il va voir le prof et le prof l'envoie balader en mode ignore-moi, t'as rien à faire là. C'est violent comme scène, ça aussi. Le prof qui a perdu son autorité, c'est comme le père. C'est ça, et il la retrouvera jamais en fait. Et c'est ça le truc, c'est toute la cruauté du Japon de l'époque. C'est à partir du moment où tu perds, et du coup ça fait d'autant plus peur en tant qu'homme un peu, parce que du coup c'est une société patriarcale et que tu es censé avoir le dessus, tout poste d'autorité, si tu la perds, tu la retrouves pas. Et du coup, bah, tu ne retrouves pas ton statut social, tu souffres d'une certaine manière. Et donc, du coup, bah, c'est toute la peur, du coup, fait que les gens, ils sont plus violents, plus durs, il y a des restrictions, fait que, du coup, le Japon, c'est un pays d'autant plus cloisonné, puisqu'il oblige les gens à être comme ça. Ce dont tu parlais tout à l'heure, la vampirisation. La société vampirise tellement les gens qu'à un moment, quand ils sortent du droit chemin, parfois, c'est pas leur faute, souvent, c'est pas leur faute. Après, c'est terminé. C'est pour ça que, on le sait, au Japon, il y a beaucoup de suicides. Hein. Faut poser la question. Malheureusement, s'il n'y a pas de seconde chance. Enfin, c'est rare. D'ailleurs, bah, le suicide. Oui. Alors, tu as un personnage, mais c'est bizarre parce que là aussi, tu as un suicide hors champ, en fait. Enfin, ouais. Mais toute la question. C'est le pote du salariman. À un moment, on apprend qu'il ne sera plus là. Voilà. Ouais. Mais je trouve que le film, il a des cuts. Il en a certains. Du coup, on a parlé du cut hilarant où tu as le mec qui est. Bon, il vit un truc horrible, il vit une humiliation, mais bon, cut sur sa frustration. Mais les cuts brutaux du film, il y en a. Il y en a un à la fin, peut-être si on reparle de. Enfin, pas de la fin, mais il y a tout un épisode avec l'acteur de Cure et Perfect Days. J'ai oublié son nom. Koji Yakusho. Il y a tout un épisode, pareil, il y a un cut, mais je trouve que Kiyoshi Kurosawa, surtout dans ce film-là, il décide des cuts à certains moments, mais des cuts absolument bouleversants. Et à un moment dans le film, on apprend le suicide de la famille. Enfin, on apprend que l'ami qui était au chômage depuis 3 mois, il s'est suicidé et par la même occasion, il a entraîné toute sa famille. Et il y a une réminiscence de ça par une vision du personnage en gros qui s'arrête devant la maison. Il apprend le suicide par une femme de ménage qui est en train de nettoyer les lieux, donc après la disparition. Cut, et ils reviennent dans l'allée. Sauf que je trouve qu'il y a des cuts extrêmement brutaux. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, comment, simplement. Mais le fait que, je veux dire, c'est pas un film de fantôme a priori, quoi. En tout cas, on n'a pas revu d'autres présences un peu comme ça, fantomatiques ou quoi, selon peut-être des impressions. Et là, oui, mais en tout cas pas aussi clairement. Et là, ils apparaissent comme tels. Je trouve le cut, à chaque fois qu'il y a un cut, il sert il a une raison différente, il nous fait sentir quelque chose de différent, mais il est surpuissant en lui-même. C'est-à-dire que vraiment, l'assemblage des deux plans coupés à ce moment-là dans le temps, c'est surpuissant, et moi, je trouve ça absolument bouleversant. Et c'est l'image la plus terrible de toutes les déambulations du père, je trouve, qui n'arrive pas à trouver de travail. Le point d'orgue, un peu le moment le plus terrible, c'est celui où il apprend la mort, donc la fin de tout, quoi. Il est tout seul, c'était son seul pote avec qui il pouvait dire la vérité. Oui, après, en plus. Et ce qui est incroyable, c'est en fait, ça fait une ellipse, une tragédie elliptique. Tu aurais fait un film à part tu aurais pu faire un film à part sur l'autre homme, hein, faire un truc. Et tu as ça dans le film Jellyfish, qui est sorti peu avant, où tu as un meurtre au début, et un des deux jeunes qui pète un plomb, qui tue toute la famille du patron, etc. Et on l'apprend en off. Voilà, on le voit en prison, après, il est arrêté. Et tout.
Donc, c'est intéressant. Kurosawa, il aime bien mettre en off, parce que ça, Mm. c'est encore plus violent. On l'apprend en même temps Oui, que oui, le c'est sûr. personnage. Mais j'aime beaucoup que tu dises qu'on aurait pu faire un film sur la famille du gars, parce qu'aussi pour moi, toute l'opération du film, c'est démystifier les personnages. C'est-à-dire que constamment, que ce soit à la fin du film, sur le dernier plan, bon, j'en dis pas trop, parce que peut-être on en reparlera, quand ils partent de la salle un peu finalement comme si de rien n'était, ou même que le père est perdu parmi plein d'autres personnes qui, eux aussi, n'ont pas de travail, quand il fait la queue pour aller à la soupe populaire, la queue pour rechercher du travail, on le balaye et c'est une personne parmi tous les autres. Je trouve que toute l'opération du film, c'est aller démystifier ces personnages pour nous dire euh, le récit, enfin ce que je veux dire, c'est qu'il y a des films qui se concentrent uniquement sur leurs personnages et les assument comme des personnages de cinéma. Lui, il est en mode, ce récit-là, malheureusement, il existe partout, tout le temps. En tout cas, à ce moment-là, il existait partout, tout le temps. Et ces personnages-là, c'est un exemple de la dysfonctionnalité de la société. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça beau, justement, qu'il les laisse exister dans le flux de la vie et qu'il n'en fasse pas des figures de cinéma un peu uniques ou trop scénarisées, parce que, justement, elles sont démystifiées, déconstruites et elles sont dans la masse, enfin, genre dans le flux existant. Et il faut qu'on parle de l'autre fils, le fils aîné. Après, la zone spoiler sera pas loin. Hein. Mais Oui, j'ai enlevé la bannière 2 secondes parce que bon, parce qu'il y a déjà eu des histoires de séisme et d'apocalypse chez Kiyoshi Kurosawa. Là, c'est très drôle si on connaît son cinéma. Ça serait bien un grand séisme. Oui. Alors, ça, c'est pas le fils aîné. Le fils aîné est à droite. C'est son pote qui le dit à gauche. Et en fait, le fils aîné, on comprend pas trop parce que même dans les apparences où tout va bien, au début, on sait pas trop ce qu'il fait. Il vit la nuit. Il rentre le petit matin. Il est toujours d'ailleurs en décalage. Et alors, voilà, il zone, si on veut. Et il y a son pote qui veut voir tout péter. Le fils aîné, lui, non. C'est d'ailleurs le même style d'envie de résistance passive. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Que le fils cadet qui ne voulait pas la révolution dans la classe. Lui, il ne veut pas que ça pète de partout. Lui, il veut aider. Et qu'est-ce qu'il veut faire, le fils aîné? Il veut s'engager dans l'armée américaine. Et ça, c'est là où Kiyoshi Kurosawa, il titille le spectateur japonais en le renvoyant dans son histoire, parce qu'on le sait, hein, terrible ce qu'a vécu le Japon en 1945, l'occupation ensuite, plusieurs années, et le fait que cette société japonaise soit comme ça, c'est sous l'influence américaine aussi. Il y a cette idée-là, le fils aîné veut aller aider à pacifier le monde dans l'armée américaine, ce qui est un contresens absolu. Absolu, ouais, complètement. On le voit à la télé même à un moment que c'est un contresens. Ça prouve que le gamin, il a quoi, 18, 19 ans, il est complètement paumé, lui. Il est complètement paumé. Personnage triste, mais très pragmatique et presque philosophe aussi, à un moment. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, je suis d'accord. Mais et aussi, je le trouve étrange parce que on le voit vivre uniquement presque. Sa seule scène de vie hors famille, c'est celle avec son pote où il est là sur le pont. Et même quand il est avec son pote, il se sent un peu seul. Et quand il rentre dans sa famille, à chaque fois, bon, peut-être je suis obsédé par les queues dans ce film, c'est peut-être j'ai un problème, je sais pas, mais à chaque fois qu'il revient, c'est de manière très brutale, dans le sens où il n'est pas là au début du film, c'est pas questionné, personne ne se demande, ah tiens, il est où? Il revient c'est même pas indiqué qu'il a un frère au début, on le sait pas. Il revient de manière très brutale dans la famille. Il disparaît aussitôt qu'il revient, dès qu'on le voit revenir dans la maison. Et à la toute fin pour son départ à l'armée, parce que finalement il s'engage dans l'armée, il décide de partir, le son se coupe. La mère le voit partir et le son se coupe. Alors c'est aussi parce qu'on n'a pas besoin d'être enfin, sa tristesse, on la ressent uniquement par l'image et tout, mais il y a quelque chose, je trouve, déjà de fantomatique avant qu'il décide de partir, et du coup, déjà d'autant plus funeste et d'autant plus terrible, avant qu'il décide même de partir, puisque toutes ces présences, c'est des disparitions presque, j'ai envie de dire, chaque fois qu'on voit. Donc ça, je trouve ça bouleversant d'avoir filmé ces images comme ça. Parce que c'est le fils fantôme. Alors pourquoi? Parce que c'est l'aîné, c'est censé être l'héritier du patriarcat et tout, et en fait, comme c'est en train de se déconstruire dans tout ça, lui, techniquement, il n'a plus de rôle. Donc, il doit choisir un chemin ailleurs, même un chemin qu'il veut hors du Japon. C'est carrément ça. Lui, il ne veut plus être là, ni avec cette famille, ni avec le Japon. Pourtant, il aime sa mère. Il y a une relation avec la maman très belle, je trouve. Lui, il espère que sa mère s'émancipe et se libère. C'est d'une violence, d'ailleurs. Ah ouais, c'est atroce. Et d'ailleurs, la famille, c'est dans toute la première, dans tout le film, hein, pratiquement, la famille, quand elle est filmée à la maison, donc 95% du temps, ils sont jamais ensemble. Mais quand ils sont ensemble, ou même plusieurs fois, ils sont toujours masqués par des éléments du décor. Toujours. Et oui, ça je voulais en parler parce que d'habitude, la ville, c'est souvent filmé comme un labyrinthe. Alors que là, les premiers plans de la ville, surtout quand le père et le fils se rejoignent, il y a toujours, soit ils filment le ciel, soit ils filment une ligne de fuite qui va quelque part. En tout cas, c'est des plans qui semblent anodins, enfin, on dirait des plans de coupe très simples, très, très récurrents, des images très récurrentes, quoi, celle de la ville. Mais la maison, elle est tout le temps
c'est un labyrinthe, c'est le labyrinthe rural. En fait, il est rejoint à l'intérieur de la maison. Il y a tout le temps des embûches. Enfin, en tout cas, il y a tout le temps un élément devant la caméra qui masque les personnages, qui les sépare, qui. Enfin, je veux dire, on sent un poids dans le cadre dès qu'ils sont à l'intérieur de la maison. Genre, c'est vraiment. Et en plus, étonnamment, l'harmonie de la maison, elle n'est pas glaçante, tu vois. J'irai pas jusque-là parce que c'est quand même présenté comme une famille normale en vrai. Et puis au fond, enfin, en soi, ils vivent bien. Et puis, mais ce que je veux dire, c'est qu'un peu le chaos de la ville, tout ce désordre que vit le père, il est. Ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement cruel, mais quand il rentre à la maison, il y a une harmonie qui ne peut pas être dérangée, alors que le chaos peut être remis tout le temps en question. Et donc, du coup, c'est d'autant plus lourd quand on est à l'intérieur de la maison et qu'on voit que tout est obstrué, qu'il ne peut rien d'autre se passer que la situation qu'ils sont en train de vivre, c'est-à-dire une autorité patriarcale qui est assouvie sur le reste. Les gens, ils peuvent, je sais pas, la famille, on dirait qu'ils ne peuvent pas trop parler entre eux. Le fils va bientôt partir, ils sont tristes. Enfin, voilà, quoi. Et le silence. Alors, tu as le père qui silence. il siffle sa deuxième bière, là. Enfin, il en boit une, il en renverse une autre. C'est dans Cloud, il y a ça. Dans Oui, Cloud, non, c'est pas vrai. dans Cloud, c'est dans Chime, pardon. C'est dans Chime, Okay. il me semble. À un moment, il rentre et ça ne parle pas, ça boit. Ouais. Il y a tout cas, il y a des canettes de bière. Il y a un truc où. Voilà. Et puis, tu l'as dit, il y a un drôle de respect bizarre. Ils se disent merci pour le repas. Bon, c'est très japonais, ça, à la fin, etc. Mais tu n'y crois pas. Ça fait très artificiel. Il y a quelque chose qui est cassé. Pourtant, à ce moment-là du film, non seulement ils ne savent pas que le père est au chômage, oui, en plus. Le fils aîné n'a pas encore annoncé qu'il allait partir, le gamin, il n'a pas encore transgressé l'interdit avec l'histoire du clavier et tout, et la mère, voilà. Mais en fait, le verre est déjà dans le fruit. Que l'autre ait son boulot ou pas, de toute façon, il y avait déjà quelque chose de cassé, non? Ah oui, oui. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de quelque chose de cassé, alors, bon, là, l'allégorie, elle est quand même assez évidente. Bon, il y a l'histoire donc du fils le jeune fils rebelle en mode j'ai pas voulu ce qui se passe, mais quand même, bon voilà. Et il veut se réfugier dans la musique. Alors, ce qui est terrible, parce qu'il passe devant une leçon de piano, il aime la musique. Bon, il n'y a pas d'explication là-dessus. Il a son petit univers secret. Et il va récupérer un clavier dans des poubelles. Bon, sauf que ce clavier, il est cassé. Voilà, il est cassé comme la famille, mais pourtant on le voit pianoter et imaginer des notes dessus. Toi qui aimes beaucoup la musique d'ailleurs. Oui. Ça en est presque déchirant. En fait, il est dans son monde là, il est rentré dans son univers. Il est dans l'univers du silence. Il n'y a rien qui marche, mais dans sa tête, ça fonctionne. Quoi. Ouais. Alors, moi, je me suis dit plein de trucs par rapport à ça. C'est-à-dire que déjà, on a tout, enfin, je trouve, on a tous rêvé à moins d'être un prodige dans un domaine, comme ça, tu vois, genre juste comme ça. Et le petit enfant, il faut le savoir, apparemment, on le sait à la fin du film, c'est un prodige. C'est un génie de la musique, récupère un clavier dans la rue, il prend quelques cours de musique et d'un coup, il sait jouer parfaitement du Debussy et tout. Ok. Et je trouve que c'est pour Kiyoshi Kurosawa, qui est un cinéaste, ça veut rien dire un cinéaste de la subtilité, mais en tout cas, qui va pas du tout tendre vers des images et des récits conventionnels. Je trouve qu'étonnamment, et pour moi, c'est pas vraiment un défaut, parce que c'est un truc qui se repense, mais étonnamment, il va vers un récit un peu conventionnel, enfin, genre en mode, c'est le genre de. Ça pourrait, si on s'attardait uniquement sur cette partie-là du récit, qu'on en faisait un film plus complet, ça pourrait être un feel-good movie ou en mode, il veut pas parce que c'est. Enfin, tu vois, et finalement, quelqu'un l'aide à se sortir, et il arrive à jouer du piano et il devient génial. Donc, déjà, je trouve ça étonnant que Kiyoshi Kurosawa, à l'intérieur d'une chronique familiale ultra cruelle, ultra vraie, il met cet élément-là. Mais à la limite, pourquoi pas. Sauf que, évidemment, il renverse le truc parce qu'il y a plein d'éléments bouleversants, notamment le fait qu'on ne s'attarde pas sur la pratique de l'enfant du piano, donc on ne sait pas à quel point il progresse. Et en fait, c'est presque pas un des sujets du film, puisqu'il aurait pu prendre n'importe quelle autre activité. Ça aurait été l'enfant a besoin de s'émanciper. Et il y a un truc d'autant plus triste et mélancolique, c'est que l'enfant, bon, il parle jamais, c'est-à-dire qu'il est un peu passif. Le seul moment où il parle, il détruit un peu la vie professionnelle de son professeur. Donc, tu te rends compte, c'est terrible. La seule fois où il parle de sa vie, il détruit la vie professionnelle de son professeur, il ne peut pas parler. Et le piano, à l'image de lui-même, c'est un piano qui ressort. Même son piano ne ressort pas de son. Quoi. C'est un moment où tu te dis, même quand il joue du piano, son piano ne ressort pas de son. Du coup, d'où la fin qui est d'autant plus forte. Et voilà, moi, rien que cet élément-là, je le trouve, très, très fort, quoi, très bien amené. Et on va en parler. De toute façon, on va rentrer d'une façon ou d'une autre. On va maintenant officialiser une entrée dans la zone spoiler. Bon, de toute façon, où est la rupture? Bon, la rupture, si vous voulez, c'est quand ils finissent par apprendre que le père ne travaille pas. En fait, c'est particulièrement insidieux parce que je pense que la mère de famille l'a compris depuis longtemps. Moi, c'est ma théorie. L'épouse, elle connaît bien son mari, elle l'a compris. Et c'est suite à une discussion avec l'aîné où il vient de dire tu fais quoi de tes journées. L'aîné dit tu fais quoi de tes journées. C'est-à-dire que le fils aîné
sans trop le savoir, sentait que son père avait perdu son boulot. Et là, il y a un plan remarquable. Là, on ne peut pas montrer en mouvement et tout, mais il y a cette discussion, il dit ça, il y a un flou derrière, après, ça se fait... en gros, on voit le visage de la mère maintenant clair, donc elle est défloutée, et elle se retourne en même temps en mode « Ah ouais, c'est vrai, j'ai compris en fait ». D'ailleurs, un plan là aussi qui en dit long, c'est-à-dire qu'il y en a un qui lui tient tête. Alors, il y a toute une histoire aussi en parallèle, je ne sais plus si c'est avant ou après, où le père de famille va être violent. Voilà, c'est le moment où les secrets sont révélés. Hein. Il va être violent quand il apprend que son fils fait du piano. Il va le faire, il le balance dans les escaliers quand même. Là, c'est la rupture du film à ce moment-là. C'est la rupture. Et je ne sais pas si... pour moi, ce qui m'a le plus marqué dans cette scène, c'est quand la mère se retourne et que on refait le focus sur elle. Quoi. D'ailleurs, je ne sais pas quelle est la technique qui a été utilisée vraiment là, mais c'est plutôt pas mal. Ah ouais, mais moi, la laisser floue au début, je trouve ça... je trouve ça bouleversant. Moi, je trouve le flou, c'est une texture intéressante, d'ailleurs, qui est un peu trop utilisée, je trouve, mais texture hyper intéressante. Et voir leur discussion, sauf que la mère, elle en fond, et c'est la personne qu'on peut le moins ignorer parce que c'est celle qui est le plus au courant des tensions de la famille. Et la voir dans le flou, les observer et en même temps être un peu rabattue sur elle-même, moi, je trouve que c'est ça qui est absolument bouleversant. Et évidemment, quand on fait la bascule de points, c'est d'autant plus fort. Je ne sais pas, ce plan, il a un effet un peu immédiat sur moi. Mais je me suis dit, et je crois qu'il y a 2 cadrages différents. Il y en a un plus distant où la mère est dans un coin et après on se rapproche, il me semble. Si je dis pas ou alors c'est peut-être dans une autre scène. Alors c'est intéressant ce que tu dis, la mère un peu dans un coin, habillée de rouge et tout. C'est là, c'est comme une apparition de fantôme. Hein. Et il l'a souvent fait, Kurosawa, ça dans ses films. Tu as Kairo en tête, où on voit dans un coin d'un coup ça apparaît, mais surtout dans Rétribution. Truc, on ne sait pas, mais il y a une présence d'un seul coup, en jouant sur la clarté ou en désopacisant, on va dire, l'image, on voit le fantôme apparaître. Et c'est comme si la mère de famille avait été jusqu'ici un peu le fantôme de tout ce bordel, parce que patriarcat oblige. Et là, elle a sa présence. Là maintenant, d'ailleurs, elle le dit, elle ose dire à son mari par rapport à l'autorité derrière. Elle commence à, elle aussi, remettre en question le patriarcat, là. C'est-à-dire qu'il n'a plus de main, il n'a plus main mise sur rien. Et elle commence indirectement son envie de libération, là, la mère. Ah ouais, non, c'est clair. Et d'ailleurs, il y a une scène, après, bon, il va se faire un peu couper les cheveux et à partir, où clairement, elle va rêver de son fils aîné. Ce même fils aîné-là. D'ailleurs, là aussi, ça joue sur le temps. On se doit c'est l'autre moment. Je pensais, j'avais mentionné les fantômes, la réminiscence de la famille qui était morte. Et en fait, il y a un autre moment, c'est quand elle s'imagine... Et encore une fois, là, si je dis pas de bêtises, c'est pas un cut tout à fait brut. En fait, non. C'est-à-dire qu'on le voit pas. On la voit pas venir cette scène. On a l'impression que c'est vraiment ce qui se déroule. Et c'est le retour à la réalité qui est extrêmement, qui est tranchant, quoi. Parce qu'en fait, quand elle rêve qu'elle voit son fils revenir épuisé tout, comme s'il était mort du combat et qu'il revenait en fantôme, quoi. Mais ouais, oui, ça aussi, parce que la gestion de la scène, on passe d'une scène dans le réel, etc. On switch sur celle-là sans se poser de questions. Pouf, on se réveille. Ah tiens, on s'est rendu compte que c'était pas la réalité. Ce qui peut d'ailleurs participer à un moment à des interprétations qu'on peut faire vers la fin du film. Parce que bon, il y a plusieurs trucs qui vont se passer. Déjà, youpi, le père retrouve un boulot. Alors, bon, un boulot à la Perfect Days. Il va récurer les chiottes. Et là, ce plan-là, parce qu'il y a quand même une toilette très, très merdique, autant dire les choses, en face. Et là, on peut se dire, il contemple, mais quelle vie de merde, quelle société de merde. Enfin, il a ça sous les yeux, quoi. C'est la décadence absolue, mais d'un autre côté, c'est un boulot comme un autre. Et justement, le film Perfect Days nous rappelle que c'est un boulot comme un autre. Mais aux yeux du père de famille, ce n'est pas un boulot comme un autre. C'est comme si Kiyoshi Kurosawa il jouait là-dessus, sur ces codes-là, en disant aux Japonais, bon, croyez-moi que si vous étiez à sa place, vous seriez peut-être content d'avoir un travail comme ça. Après, je ne sais pas si socialement, quelles sont les idées sociales pures de Kiyoshi Kurosawa. C'est toujours ambigu avec le cinéma japonais. Il peut y avoir beaucoup de choses. Et là, le message, il est très anticapitaliste de toute façon. Oui, de toute façon. C'est-à-dire qu'il faut des gens qui fassent les basses besognes aussi, et ce sont des métiers qui sont tout aussi importants. Et il va finalement, on peut déjà indiquer là-dessus sur la fin du film, il va embrasser ce nouveau métier en mode, il n'y a plus de soucis.
Mais par contre, c'est là où il va croiser sa femme au centre commercial. Il y a tout pour un moi, ça délire c'est. au moment. Et je sais pas Ouais, si vas-y, continue. où il croise sa femme, c'est vu de deux perspectives, de deux temporalités différentes, mais c'est la même, je crois. Ouais, c'est la même. C'est magnifique, ça aussi. Ah, c'est magnifique de faire ce retour. Mais de toute façon, tout l'épisode, pour moi, il faut en parler, tout l'épisode du kidnapping de la femme, Ah oui. c'est tout à fait. Non, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est déjà, c'est un basculement dans un truc, bon, on s'y attend pas du tout. Genre, à quel moment il va y avoir, en plus, l'acteur emblématique de Kiyoshi Kurosawa qui revient, il la kidnappe. Donc, il est chez elle, elle rentre chez elle. C'est-à-dire que c'est un drame familial. Bon, c'est un drame familial, on s'entend, un drame familial. Elle rentre chez elle après ça, je crois. Attends, c'est après tout ça où ils sont à Ah l'hôpital. oui, Le quand même. gamin. Oui, si, quand même. C'est quand même quand le fils est à l'hôpital. Donc, c'est quand même un événement dramatique. Mais bon, elle rentre chez elle. Et là, il y a un mec caché. Il l'attrape. Il la badigeonne de gaffeur, enfin de scotch, quoi. Elle peut plus parler. C'est une momie. Enfin, elle est complètement. Pas lacérée, mais complètement emprisonnée, quoi. Et déjà, il dit qu'il recherche du liquide. Donc, de quoi il parle. Et on ne saura jamais ce que c'est. Enfin, bon. Enfin, quand je dis qu'il recherche du liquide. Soit c'est une mauvaise traduction, il recherche de l'argent, mais parce que ah oui, bah alors parce que je me Je suis dit pense, quoi, mais bon, petite parenthèse avant quand même, il y a encore cette oui. idée de, voilà, c'est une bonne chose de coopérer avec les États-Unis. Les jeunes du Japon disent ça pendant que Ah le oui, fils y est. oui, Et c'est au moment où on apprend à la télé, et toujours, c'est important, la télé, c'est pas Internet, c'est la télé, voilà, où on apprend que les États-Unis ont envoyé plus de troupes au Moyen-Orient. Bah tiens donc, c'est pas forcément dans la pacification du ah monde, oui, ça. oui. Et là, ils viennent d'avoir un drame avec le père qui a envoyé le fils à l'hosto. Et ils se retournent, là aussi, il y a une gestion du truc, boum, vers la télé où ça renvoie à l'autre drame de l'autre fils qui n'est plus là. On peut pas faire pire comme situation. Mais après, en effet, il y a, alors, moi j'y vois un geste très Kiyoshi Kurosawa. Ce n'est pas anodin, selon moi, qu'il ait casté Koji Yakusho en tant que voleur. Voilà. On l'attendait plus. C'est-à-dire, à ce moment-là du film, on se dit, tiens, bon, on voit du Kiyoshi Kurosawa, mais c'est différent. D'ailleurs, il n'y a plus son acteur fétiche. Bom, 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 bom. Et à un moment, il y a l'acteur fétiche qui débarque en mode, d'ailleurs, un peu thriller qu'il a pu faire vers le début. On pourrait se replonger dans un Cure ou autre, là, à ce moment-là, tu vois. On peut imaginer qu'elle va se trucider, la dame. Pas du tout. C'est le personnage qui va permettre la libération de la dame. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est le kidnapping, c'est le lieu même de l'emprisonnement, et là, c'est tout l'inverse, c'est la libération totale. Et puis alors, on a des trucs. Alors, il y a une sorte de Tokyo by Night en voiture. Et il y a ça. Et encore une fois, Kurosawa nous ramène vers une étendue d'eau, la plage. Bon, c'est pas comme Cure. Hein. Cure, c'était compliqué. Mais alors moi, là, voilà. Pour moi, c'est aussi un peu. Mais c'est marrant parce que les 4 sont cool. J'ai eu l'impression de le voir Mais partout. bien sûr. Parce qu'entre la scène de classe, le moment où c'est l'errance avec son copain qui a fugué, la scène d'emprisonnement. Donc déjà, en plus, il se fait parce qu'à un moment, il y a le gamin, il passe en prison et puis on le libère juste après. Ils sont emprisonnés comme un adulte déjà. Enfin, c'est hyper troublant. Quoi. On l'enregistre, on photographie comme un adulte. Il finit dans la cellule, personne ne lui parle, tout le monde fait comme si de rien n'était. Les 400 coups. Et ça se finit. Bon, le film se finit pas sur la plage, mais là, encore une fois, errance sur la plage. J'ai l'impression de voir les 400 coups parce qu'en fait, c'est tout le dilemme de la liberté, où on arrive à placer notre liberté dans une existence qui est mue par les contraintes. Et du coup, moi déjà, l'épisode du kidnapping, je trouve. Non, mais il y a un moment quand même. Un moment, en fait, il sort, il enlève son masque, il re-rentre, il a plus son masque, mais ils ne s'en rend pas compte immédiatement. Et après, genre 1 minute repasse à l'intérieur, il fait comme ça. Enfin, tu vois, il se couvre le visage de ses mains. Il est en mode, j'ai plus, je dois la tuer. Enfin, je ne sais même pas s'il dit je dois la tuer, mais il dit j'ai plus mon masque. Du coup, il l'emmène, il la kidnappe, sauf qu'en fait, c'est presque elle qui l'emmène dans la voiture, en fait, elle qui va. Ah, mais il est paumé. Il est con. Alors lui, il est paumé de chez paumé. Elle est un peu paumée à sa façon, finalement. C'est la rencontre de deux paumés. Et elle arrive à le comprendre, elle arrive à avoir une empathie pour lui. Et elle sent très vite qu'il lui veut pas du mal, en vrai. C'est juste quelqu'un qui a été brisé socialement, qui peut-être 10 ans, 5 ans avant avait un bon métier, qui a fini vraiment comme peut-être que son mari est en train de devenir, on ne sait pas. Indirectement, elle s'offre une émancipation, une liberté, et elle lui offre aussi une rédemption. Oui. Mais peut-être qu'elle, moi je me suis dit, là, je pense la première fois que j'ai vu le film, qu'elle allait jamais revenir. Enfin là, elle s'offre une liberté. Le film commence à aller tellement loin dans son délire que je me dis, elle ne va jamais revenir. Et je pense que retrouver son mari au centre commercial par pur hasard, c'est aussi se rendre compte d'à quel point sa famille a besoin d'elle. Mais c'est pas forcément à la fois c'est un peu triste parce que du coup, est-ce qu'elle peut s'offrir sa liberté ou pas? Et là, elle voit son mari
carrément, il la voit, il la fuit presque. On se dit peut-être est-ce qu'il a honte de son métier ou quoi. Mais il est tellement dans une situation compliquée qu'on se dit la famille, elle ne peut marcher. Enfin, en tout cas, une famille peut marcher de plein de façons. Il n'y a pas de leçon à donner. Kiyoshi Kurosawa n'en donne pas. Mais en tout cas, la mère, elle conscientise sa position de mère plus que jamais à ce moment-là. Et du coup, ça rend tout le moment encore plus ambigu, je trouve. Non, mais en plus, il y a tout un geste étrange. C'est le moment où elle va aux toilettes. Genre, il la laisse aller aux toilettes. Ça n'a aucun sens. Oui. Il la laisse aller aux toilettes. Elle a mille façons de... Mais elle va revenir après avoir vu son mari comme ça aussi. Tu vois, c'est marrant parce que elle revient vers le kidnappeur parce qu'elle a vu ce mari comme ça. Mais peut-être qu'en ayant vu son mari comme ça va la faire revenir vers la famille aussi. Oui, c'est ça. Bah, moi, je pense que c'est comme ça que je le vois. Mais oui, du coup, c'est hyper complexe. Et après, tu as toute une histoire assez incroyable. Donc, ils sont sur cette plage, ils y passent la nuit dans un cabanon. En pleine nuit, il y a une lumière au loin, probablement un bateau. Elle la voit, ça lui donne une envie. Elle dit viens, enfin, venez voir et tout. La lumière n'est plus là. C'est-à-dire, c'est des questions de perspective. Elle a vu la lumière, lui non, etc. Est-ce qu'ils vont consommer pendant la nuit ou pas, justement enfin, un truc comme ça, c'est très spécial. C'est à la fois oui et non à la fin. Et c'est là où il y a un drôle, pour moi, il y a une drôle de bascule. C'est-à-dire que, bon, on peut faire toutes les interprétations qu'on veut. Bon, il y a ça. C'est juste bêtement, c'est le petit matin qui se lève. Mais la lumière, là, elle l'a vraiment frontalement, là. Ça aussi, c'est un des grands plans du film. Et c'est très Kiyoshi Kurosawa, ça. C'est très Kiyoshi Kurosawa, ça. Il y a un plan à la fin de Rétribution qui est un peu plus triste en soi. Mais là, il offre un contre-champ à ça en offrant une libération. Parce que, en gros, en Rétribution, c'est l'histoire de fantômes bloqués. Et là, au final, ce sont des gens qui sont vivants, mais bloqués, quoi. Voilà. Et là, il y a. Et puis alors, là aussi, le jeu de clarté qui se fait. On voit, alors, ça a été probablement fait avec, évidemment, c'est pas de la lumière naturelle, hein, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui se passe. Là, on a la libération et l'émancipation. Mais alors, pourquoi tout revient comme avant, entre guillemets, après? Ça, c'est une bonne question. Parce que pour moi, tout n'est pas comme avant, après. C'est surtout ça qui est important. Mais déjà, je trouve que la lumière, là, dont tu parlais justement, ça participe à ce moment hors du temps. Et vu que c'est un moment qui nous paraît hors du temps, le retour à la normale est d'autant plus, j'ai envie de dire, fluide, parce que presque, on se dit, ça, limite, elle l'a pas vécu le moment d'avant, enfin, tellement c'est fou, et tellement c'est filmé comme un moment hors du temps. Et juste avant qu'elle parte de la plage, donc ça, c'est au matin, à un moment, elle a passé une partie de la nuit dans la cabane, une partie de la nuit, je crois, allongée sur la plage, je sais plus trop. Et il y a les traces de la voiture qui font tout le reste de la plage, donc qui s'enfoncent vers la mer et en même temps qui partent dans les deux sens. Donc déjà, soit elle s'est fait voler sa voiture, juste ça, soit le mec, il s'est enfoncé avec sa voiture dans la mer, le kidnappeur, on ne sait pas, déjà, ça c'est fou. Je veux dire, ça se trouve, il s'est suicidé, on ne sait pas. Je pense pas parce que c'est pas. Enfin bon, en fait, on ne sait pas. Et la mère, quand elle rentre chez elle, c'est vraiment filmé comme un retour à la normale parce que normalement, déjà, on ne sait pas où ils sont par rapport à la ville de Tokyo. Est-ce qu'ils sont excentrés de Tokyo? Est-ce qu'ils sont sortis? Est-ce qu'ils sont au bord de la ville? On ne sait pas. Moi, je ne connais pas la géographie de Tokyo. En tout cas, je serais incapable de répondre. Elle sort de la ville, sauf qu'elle revient chez elle par deux cuts. C'est-à-dire qu'en gros, le Kiyoshi Kurosawa, il ne s'échine pas à raconter à quel point c'est chiant de rentrer chez toi quand tu as des heures à pied et à quel point c'est une épreuve pour elle. En deux cuts, alors on sent qu'elle a marché longtemps, on le sent, mais en deux cuts, elle est rentrée chez elle. En un cut ou en deux cuts, elle est à la rue sur laquelle le père et le fils se rejoignaient. Celui d'après, elle est chez elle. Elle entre et je crois que je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième à rentrer chez elle. Mais il y a un retour à la normale. C'est presque comme si toutes les pièces du puzzle, comme si les personnages avaient vécu ce qu'ils devaient vivre. Et c'est peut-être la seule chose qui me fait un peu dire que c'est quand même des personnages de l'univers de Kiyoshi Kurosawa plus que des personnages du flou de la vie, comme je disais avant, quoi, parce que pour moi, l'opération de démystifier, elle est quand même présente durant tout le film. Mais là, ils se retrouvent, c'est un peu comme s'ils avaient chacun vécu ce qu'ils devaient vivre et ils se retrouvent. Et c'est très, très étonnant. En fait, c'est ça, il y a ça. On se demande ce qui a été vécu ou non, ce qui va être vécu ou non après, d'ailleurs, du coup, en ricochet. Oui. À partir du rêve où elle voit son fils aussi bien, on se demande ce qui est vécu ou non, après tout. Mais il y a le père aussi, en parallèle, parce qu'il faut parler du père. Bon, il y a le fils qui est en prison. Le fils aîné, lui, est aux États-Unis, au Moyen-Orient, on ne sait pas, mais en tout cas, il souffre. Ou pas. Mais bon, en tout cas, c'est pas la joie. Il y a le fils, voilà. Et le père qui, lui, trouve de l'argent. Il trouve de l'argent derrière les toilettes. Il est tout content. Il va se faire renverser par une bagnole, laissé pour mort avec du sang et tout. Au petit matin, il se réveille frais comme un gardon. Et là, je me suis dit. Amoché, quand même.
amoché, mais bon, Oui, ça oui, va, oui, quoi. oui, bah, il se réveille, quoi. Il Moi, se je me suis réveille, dit, il marche. oulala, il n'est pas en train de nous jouer le film de fantôme. Je me suis posé cette question. Ouais. Et indirectement, d'une manière ou d'une autre, il a laissé pour mort son lui d'avant capitaliste. Oui, Qu'est-ce oui. qu'il fait? Il met l'argent dans une boîte à objets trouvés ou je sais pas quoi. Mhm. Donc il a décidé de rejeter la vie, la Ouais. consommation, de l'ambition, etc. Alors que le personnage qu'on a vu pendant 1h50 l'aurait jamais fait, quoi. Ah ben, il a pris un coup sur la tête, ça lui a Oui, remis c'est les ça. choses en tête. Non, mais c'est ça, c'est vrai. Et en gros, là, c'est comme s'il rentrait dans une sorte de seconde Mhm. vie, tous. C'est pour ça qu'il est Mhm. peut-être mort Ouais, ouais. et pas mort Oui, à la c'est fois. ça, exactement. Et elle aussi, peut-être qu'elle a été tuée, la femme, mais finalement, non, non. Enfin, tu vois, il y a une réalité parallèle où le père serait mort, renversé Mhm. par la voiture, où la mère serait morte, violée, assassinée par le mec. Mais Mhm. non. Bon, le fils, ça va, à part, bon, bah, il a passé sa nuit en prison, mais comme tu l'as dit, cette nuit en prison, elle est bizarre aussi. Bah, elle Elle est est tout bizarre. aussi bizarre, hein. Déjà, Oui. d'où il est libéré comme ça, et puis surtout, personne, tout Et le oui, monde sans les parents. le Genre, on le regarde. libère et les parents viennent pas le chercher. C'est Ouais, pas c'est ça, possible. non, exactement. Bon, voilà, tout le monde a fantasmé un truc, mais c'est Mhm. l'allégorie du on passe d'un état à un autre. Et Mhm. en fait, c'est l'inverse. C'est plus tout les fantômes, c'était avant. Là, à la Mhm. fin, c'est un film de vie. C'est plus un film de Mhm. fantômes. Non, Et c'est ils ça. vivent. Et ils Mhm. vivent. Est-ce que c'est réel ou non? On ne sait pas. Mais ça rejoint à ce que tu disais plus tôt, par contre. C'est que le fils, out of nowhere, le cadet, après quelques leçons vite fait et tout, il joue comme un pro une sonate de Debussy. Ouais. Et moi, il y a une dernière ambiguïté que je trouve à cette séquence-là, c'est que pour moi, à la base, je le vois comme la libération, parce que du coup, son piano était incapable de parler comme lui, et là, le piano est enfin capable de parler, le piano est enfin capable de sortir un son, et donc c'est là qu'il s'exprime lui, c'est là qu'il libère un peu tout le poids vécu par la famille, mais étonnamment, et si on prête vraiment attention à l'image, à ses doigts, et on tend l'oreille, donc C'est décalé. le son direct s'efface, et c'est l'enregistrement d'un pro, c'est un enregistrement qui est disponible sur YouTube, Spotify, sur les plateformes, c'est l'enregistrement d'un pro, je n'ai pas le nom du pro en question, du pianiste, mais c'est l'enregistrement d'un pro, et ses mains, alors il s'est entraîné à le rejouer le plus fidèlement possible, en étant en synchronisation, mais ses mains ne sont pas complètement raccord, et donc du coup, ça laisse une dernière ambiguïté sur est-ce que ça pourrait presque être maladroit, mais bon, pour moi, ça peut pas, déjà la fin est bouleversante, donc si elle est bouleversante, elle marche, Mais et c'est ça peut, voulu. Parce c'est que voulu, s'il ça peut avait pas l'être. voulu filmer derrière en mode, voilà, c'est voulu. Oui, et puis il aurait pu ne pas filmer ses mains. Donc là, il prend le parti de filmer ses mains avec cet enregistrement-là. Et je trouve que ça ajoute une dernière ambiguïté qui est un peu surréaliste et qui est une abstraction de plus dans tout ça, qui est un peu sidérante, quoi. Donc on te dit comment c'est, pourquoi. Et enfin voilà, quoi. Et en plus, tu as toute la sonate en plan séquence de A à Z. Oui, oui, de A à Z. Et tu as ça à la fin. C'est-à-dire qu'il quitte. Alors, il y a les parents qui viennent chercher le fils. Ils s'en vont, mais en mode tranquille. Hein. Et le public à droite tourne la tête en même temps. Oui. On finit là-dessus. Ça dure quelques secondes. C'est magnifique. Silence. Ouais. Et c'est très spécial, ça. Parce qu'on peut imaginer plein de choses. Vraiment, c'est comme si c'était des esprits réunis, on ne sait pas trop. C'est marrant aussi, parce que moi, je trouve ça bouleversant, parce que c'est un peu l'idée du génie, qu'ils sont tels. Il fait ça de rien n'était. Il part comme si de rien n'était, tout le monde les regarde. Sauf que d'où il reste encore une bizarrerie scénaristique de plus, qui rajoute du coup l'étrangeté à l'ensemble. D'où il reste pas jusqu'à la fin du concours. Peut-être qu'il y a un gagnant annoncé à la fin. Peut-être que je pense que tous les autres pianistes restent. On n'a vu personne partir jusque-là. Enfin, tu vois, c'est encore une tranche de plus. Et la lumière, surtout. Je te laisse parler de la lumière. C'est la fameuse lumière équivalente du coup à la lumière sur la mère de famille au petit matin. Et puis on sent que c'est bizarre, c'est pas lumière naturelle non plus. Il y a quelque chose de bon. Allez, on peut surexploiter presque de divin. Mais bon, je ne sais pas quelles sont les croyances de Koshi Kurosawa. C'est très ambigu là-dessus aussi. Mais quelque chose d'ailleurs. Pour moi, si j'avais une interprétation à faire, ça serait leur paradis à eux. Débarrassés de toute cette folie capitaliste, on serait dans leur envie absolue de nouvelle harmonie. C'est l'harmonie de la sonate en plus, l'harmonie finale. Et c'est vrai pardon. Ils sont presque, c'est bizarre, ils sont presque dénaturés d'émotions pures. Oui. C'est comme si c'était des fantômes, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont une émotion par rapport à ce qui se joue quand même par rapport à la oui, musique. ils ont. Mais cette scène, c'est une nouvelle scène hors du temps, puisqu'encore une fois, moi je suis peut-être obsédé par les codes, mais ça arrive une fois. En fait, c'est extrêmement détaché de la fin. Fin, ellipse, et on arrive directement sur la salle. Mais du coup, cette salle, vu qu'on ne voit pas l'extérieur, en plus, toutes les fenêtres sont surexposées, donc elles sont toutes blanches, donc on ne voit pas l'extérieur. Cette salle est renfermée sur elle-même. C'est comme si c'était un monde en soi. Et du coup, rien que le fait que ce soit une unité de temps, uniquement juste ces deux plans, enfin non, peut-être un peu plus qu'il y a des plans sur les pins, c'est soit une unité de temps et une unité d'espace, puisque du coup, on ne bouge pas de cette salle et que c'est juste
quelque chose qui se passe dans cette salle, bah, ça fait penser à tout. En vrai, je pense, un élément ultra basique dans un film de science-fiction, sauf que là, c'est pas le cas. C'est simplement, il se passe quelque chose dans une salle, et du coup, ça participe encore plus à l'étrangeté du moment. Est-ce que c'est réel ou pas? Bah, plus qu'à aucun autre moment, quoi, parce que c'est vraiment. C'est un peu l'expression, on voit un ange passer, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça exactement. Et ils suivent du regard. Cette idée de direction, là, Kurosawa, il a dit, bon, là, tous dans le public, vous allez les suivre et vous allez rester tournés. Et vous allez les regarder partir. Bon, ils vont vivre leur monde à eux, ailleurs. C'est pour ça que, alors, avant de faire la conclusion, quel est le message final? Ben, on ne sait pas. C'est intéressant, tu peux y voir du optimisme, mais une forme de pessimisme. Dans la réalité, c'est pas possible. Ben, ils ont dû être transposés ailleurs pour être heureux, quoi. Après, il y a un peu, je pense pas qu'il est donneur de leçons, je pense pas qu'il y ait une leçon finale. Après, le film, on le voit, ça glisse un peu à accepter le désordre et ne plus se mentir à soi-même, quoi. C'est quand même un peu ça que les personnages ils vivent un peu, même j'ai envie de dire un peu bêtement, c'est ça qu'ils apprennent. Enfin, c'est très simple, mais je trouve le film se rejoint ça dans une société pourtant qui n'invite pas forcément à ça, quoi. Non, il retrouve une harmonie avec l'art aussi, c'est intéressant. Oui, débarrasser des contraintes économico-sociales de statut et tout. Peut-être que c'est ça l'idée de Kiyoshi Kurosawa, c'est pour vivre heureux, peut-être il faut s'émanciper de toutes ces merdes sociales, c'est le cas de le dire, autour. Parce que c'est vrai que. Mais bon, par contre, le fils aîné, lui, il a suivi son chemin. C'est-à-dire que lui, il vit sa vie ailleurs. C'est peut-être le seul qui, lui, continue à vivre vraiment dans la réalité, mais pas au Japon. Mais avec les États-Unis en pleine guerre. C'est sûr. C'est un peu triste pour le fils aîné, quand même. Ah ouais, bah lui, ouais. Ah, ouais. Bon, il y a un peu de spoiler, on la ferme et tout, mais dans l'idée, pourquoi c'est le meilleur Kiyoshi Kurosawa? Pourquoi serait-ce? Parce que moi, je refuse maintenant de faire des classements, là, j'en ai de réalisateurs, ça devient compliqué. Faire des tops de l'année à la rigueur pour rigoler, tu vois, oui. Mais d'un pur réalisateur, faire son bilan, en ce moment, je suis à fond sur Paul Thomas Anderson, je revois tout. À chaque fois, je me dis, bah, ça pourrait être ça, son meilleur, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. There Will Be Blood. Bon, bah, There Will Be Blood, justement. Là, donc, mais j'adore Magnolia, mais il y a There Will Be Blood. Oui. Boogie Nights, c'est bien aussi. Mais là, c'est pareil pour Kiyoshi. À chaque fois que je vois un film, mais même c'est plus mineur en soi. Je parlais de Vaine Illusion tout à l'heure. Ils ont des choses à dire. L'important pour un réalisateur, peu importe, savoir s'ils sont plus aboutis. Déjà, que ça veut dire abouti. Il y a des films qui ne sont pas aboutis volontairement aussi, d'ailleurs. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais en tout cas, c'est un film important de Kiyoshi Kurosawa. Quoi qu'on en dise. Mais je pense que tu vas te régaler quand tu verras Rétribution, toi. Ou Vaine Illusion, si tu peux le trouver. Parce que... J'ai très envie de voir Eyes of the Spider. C'est le prochain que je vais voir, je pense. Il a l'air super. Ouais, mais c'est plus dans le mode thriller et tout, mais il y a toujours une question de l'individu dans cette société. Et, il a du mal avec son pays, Kiyoshi Kurosawa. Et il le montre. Il le montre. C'est-à-dire qu'il le sait que son pays est malade. Et que les gens qui vivent dans son pays sont contaminés. Toi, tu disais vampirisés, c'est très bien. Ou fantomisés. Ou laissés de côté tels des fantômes. En fait, finalement, Kiyoshi Kurosawa, quelque part, c'est un peu le cinéma de l'errance aussi. Hein. Oui, complètement. Et est-ce que, tiens, pour finir, est-ce que tu conseillerais qu'on te dise, imaginons que quelqu'un qui nous écoute n'a jamais vu de Kiyoshi Kurosawa? Ah bah, pour moi, c'est Tokyo Sonata. Parce que Tokyo Sonata, bon, après, c'est aussi, en vrai, j'ai un avis peut-être un peu biaisé, parce que forcément, je vois les réactions des gens face à un film, et pour moi, ça détermine pas la qualité du film, et l'appréciation des gens, tu le prends quand même en compte, et je vois que c'est un des plus aimés que Tokyo Sonata, donc c'est pas anodin, mais il a quand même un cinéma très étrange, un peu, peut-être, pas forcément compliqué, mais en tout cas, je comprends qu'il y a certains films qui sont moins accessibles que d'autres. Tokyo Sonata, c'est celui qui ressemble le plus à un drame familial. C'en est un, en fait, tout simplement, mais c'est ce qui ressemble le plus à ce qu'on se fait de l'image d'un drame familial. Et vu que les abstractions, c'est des abstractions, je trouve quand même, qui font pas peur et qui sont très faciles à accepter, et que moi, je trouve que c'est un film magnifique. Voilà, moi, si je dois le conseiller, le film, à quelqu'un, là, tout ce qu'on a dit, je trouve c'est merveilleux, parce qu'on a pensé, c'est plus une analyse qu'une critique que ce qu'on a fait du film, et c'est super. Oui. Mais je trouve quand même que c'est des images qui produisent un effet de dingue. Enfin, je trouve que c'est des images dénues d'artifice ou quoi. Je veux dire, c'est pas comme s'il balade sa caméra dans tous les sens. On ressent pas les émotions par des effets, mais simplement par l'enchaînement des images qu'elles sont. Et je trouve que Tokyo Sonata sont plus accessibles et sont plus beaux. Donc moi, aucun doute, on me dit quel Kiyoshi Kurosawa, après j'en ai pas tout vu, j'en ai vu que 5. Mais même Cure, qui je pense sont plus aimés, sont plus connus, sont plus appréciés, etc. Moi je conseille Tokyo Sonata, bon, parce que je le préfère déjà.
parce que je le trouve beaucoup moins froid et beaucoup plus accessible. Ah oui, et pourtant, il y a de la froideur dans Tokyo Et Sonata. pourtant, il y en a de la froideur. Mais bon, ça reste, bon, c'est un film sublime. Après, Cure, voilà, si vous aimez scène un peu thriller, Oui, ça dépend des noir goûts. suspense, j'allais dire presque Blade Runnerien, d'une certaine Ouais, manière, ouais. plus Seven. Bon, c'est le Seven Ouais, japonais, plus... disent. Ah, mais c'est un Seven, ça. C'est pas pareil. Un Seven, ouais. Dénué de course-poursuite, comme il y en a, dénué Ah oui, c'est pas d'action américain, quoi. qu'on peut en croiser. Non, mais vraiment, c'est beaucoup plus étrange, beaucoup plus trouble. Oui. Ah oui, oui. Oui, c'est Mm. Cure, c'est un peu cette mouvance. Si vous avez aimé des films comme Ring, moi je pense, il y a des moments vers la deuxième partie de Cure, je pense indirectement à Ring dans des découvertes et tout. Mais bon, pour Tokyo Sonata, oui. Alors, si vous avez aimé le cinéma de Ozu aussi, ça peut être intéressant de faire le switch vers Kurosawa, Ouais. parce que bon, Oui. Ah, attention, oui. hein, c'est un Ozu moderne qui tape fort. Ozu, il tape peut-être moins. Je pense que pour les gens, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais pour les gens qui décident d'explorer le cinéma japonais et qui commencent par le cinéma des années 40-50, donc Ozu, Mizoguchi, Naruse, pour aller un peu plus loin et tout, il y en a plein d'autres, hein, mais voilà. Ou l'autre Kurosawa, Akira. Oui, oui, évidemment, je l'ai oublié de le mentionner, mais c'est parce qu'il est moins traditionnel, mais évidemment, l'autre Kurosawa, évidemment, c'est le plus connu en plus, et qui veulent glisser. Moi, je conseille de faire du Kitano, du Koreda et du Kiyoshi Kurosawa en même temps, parce que c'est les piliers des années 90 et plus. Et pour comprendre le cinéma japonais, la façon dont il évolue, et même pour littéralement observer la société japonaise évoluer, c'est ces trois-là, c'est les trois majeurs après l'époque classique. Post-classique, en tout cas, c'est un post-cinéma post-moderne, c'est les meilleurs. Moi, Kiyoshi Kurosawa, c'est mon préféré. Mais après, je dois en voir d'autres. Mais... T'as Hamaguchi aussi. Voilà. Oui, et puis plus récemment, il y a Hamaguchi. Hamaguchi, son dernier film, c'est énorme. Mais... Ouais, le mal n'existe pas. Ou Drive My Car. Ce qu'on fait, c'est très bien parce que j'ai cherché, tu vois, là, j'ai vu le film. Je me suis dit, est-ce qu'il y a d'autres gens qui parlent de Tokyo Sonata en vidéo? Donc j'ai tapé Tokyo Sonata. Et en fait, en français, il n'y en a pas. Ça sera la seule vidéo qui parle de Tokyo Sonata en français. Alors, on ne peut pas tout dire du film, c'est impossible. Mais je me dis quelqu'un qui voit Tokyo Sonata et qui a envie d'avoir un avis supplémentaire. Alors, bon, il y a plein de textes à lire, je suppose qu'ils sont super, mais je ne saurais pas dire lesquels. Donc, du coup, c'est bien, je trouve, ce qu'on fait, quoi. Rien que pour ça. Bah oui, parce qu'il y a, à part Kyo et un peu Kairo, peu de gens ont parlé de Kiyoshi Kurosawa. Alors, ces derniers aussi, parce qu'ils ont été un peu mis en avant, mais voilà. C'est un réalisateur dont on ne parle pas suffisamment. Et c'est vrai que c'est le deuxième duo que je fais sur ce réalisateur, parce que j'avais fait un duo avec une heure qu'on parle. Et tu te rends compte? Et j'avais fait un duo sur Rétribution avec Nicolas Exartopoulos. Ah ouais. Voilà. On était les premiers. Je crois que si on était les premiers sur Rétribution aussi. Putain, mais bon, il faut voir tout. Je pense qu'il faut voir tout. Alors, du coup, il me manque 16 ans de carrière de Kiyoshi Kurosawa, tous les films entre 2008 et cette année. C'est pas sa carrière la plus réputée. Le passage de sa carrière la plus réputée, je crois qu'il y a que Creepy qui est bien, il paraît. Ouais, pareil. Mais bon, à voir. De toute façon, je pense qu'il faut tout voir parce que visiblement, il n'a pas fait de film vraiment raté. Hein. Voilà, quoi qu'il arrive. Mais pour Tokyo Sonata, en tout cas. Je tiens à dire un dernier truc. J'aurais peut-être dû le dire en vidéo. Je suis désolé de te couper, mais il est sur YouTube, le film. Il est sur YouTube, Tokyo Sonata. C'est disponible en bonne qualité sur YouTube. Je l'ai pas vu comme ça, moi, mais si jamais vous voulez le voir, vraiment bonne qualité. YouTube génère des sous-titres qui sont quand même plutôt juste la majorité du temps. Il est sur YouTube, donc il est vraiment facilement accessible, visible. Il n'y a pas de Et là, il n'y a plus d'excuses pour celui-là. Non, mais c'est vrai, parce que je trouve que c'est important de le dire. Bah oui, parce que voilà, donc l'accessibilité est là. Donc si vous voulez voir Tokyo Sonata, la petite recherche et vous le trouverez. Et merci, mon cher Yanko, toujours un plaisir de parler. Oh, bah de rien, c'était un plaisir. J'ai kiffé. Que ce soit en off ou là, évidemment. Et sur X, où d'ailleurs, aujourd'hui, au moment où on enregistre, on a publié des films qu'on a vus ces derniers temps. Oui, c'est vrai. Bon, les débuts de mois, moi je publie un peu ce que je veux. Ah, bref, cette vidéo ne sera pas publiée au début du mois. Parce que là, c'est pas grave. J'ai pris ma petite avance parce que la reprise du boulot va être hardcore. Pour toi, c'est autre chose aussi. Là, ton avenir à venir. J'espère qu'il y aura la lumière. Comme. J'espère, comme à la fin. Mais voilà, mais en tout cas, Tokyo Sonata, Kiyoshi Kurosawa, le cinéma japonais au sens large. Le cinéma japonais, c'est quand même l'un des meilleurs cinémas du monde. Hein. Oui, sans aucun doute. Et de plein de périodes. Français, américain, italien. Ah oui, italien aussi. Oh là là, il y a plein de secrets cachés dans le cinéma italien. Mais le cinéma japonais aussi. Hein. Naruse, c'est vrai qu'on a parlé. Naruse, il faut creuser. Moi, j'en ai vu un. Ah ben,
C'est très flottant le cinéma maintenant. Mais vu que tu l'as pas mis sur Letterboxd, t'aurais mis combien? C'est bon, c'est la fin, je me dis, il y a peut-être peu de gens qui restent à ce moment de la vidéo, mais tu m'aurais mis combien? Parce que j'ai vu que tu l'as pas mis. Tu veux vraiment que je donne des notes encore? Non, mais avec un t'es pas obligé. Si tu le mets sans le noter, je te dis. Non, mais je mettrais minimum 4 étoiles, c'est sûr. Tu vois, bon, bah, ça et va, après, il faut un revisionnage. J'ai rarement mis... Tu sais que j'ai rarement mis 4,5 sur 5 après un seul visionnage. C'est très rare. Ah oui, je comprends. Ou alors après 10 jours après, tu vois. Mais... Oui. Non, mais ça, je comprends, c'est normal. Mais juste, ça m'intrigue, je voulais savoir. Les notes, voilà. Mais en tout cas, oui. N'hésitez pas à aller voir, allez voir sur Letterboxd si vos éclaireurs et autres ont noté le film, ça va vous donner envie. Et Yoko, on se dit à bientôt. On ne sait pas. Alors là, peut-être qu'on ira ailleurs que le cinéma japonais à l'avenir. Oui, c'est possible. Hein. Si tu peux me rappeler, si jamais il y a un autre film, tu sais que j'aime ou là et que t'aimes aussi. En ce moment, tu es beaucoup sur Kiarostami, mais bon, Ah voilà, Kiarostami. Oh là, je me fais des Kiarostami, c'est immense. C'est immense. Voilà. Là, ça aussi, un cinéma iranien qui est très riche aussi, tiens, pour le coup. Ouais. Ouais, je commence à voir pas mal. Et comme d'habitude, il faut que les gens poursuivent le débat, la discussion, l'analyse en commentaire. Oui, bien sûr. Il y a plein de choses à continuer sur le film, à redire qu'on n'a pas mentionné. C'est ça. Faut le faire. Oui. Voilà, n'hésitez pas à dire des choses qu'on n'a pas pu mentionner, vos interprétations et votre ressenti global, évidemment. Enfin, c'est cette œuvre d'art, parce que là, en plus, c'est l'art dans l'art, la musique. Mais pas que. Le titre est presque trompeur. Comme l'affiche, d'ailleurs, c'est très étrange. Ouais. Et c'est pour ça que beaucoup de surprises à son visionnage. Et bien, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin. Déjà, à très, très bientôt. Et puis, à la prochaine. Ciao. Merci de nous avoir écoutés.